Bonjour à tous. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo de cours, sachant que normalement vous avez déjà eu accès à deux vidéos. Donc, la première vidéo plutôt sur le débarquement de Normandie, que je vous ai demandé de regarder avec attention, et la seconde sur les bombes nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki. Cette vidéo sur laquelle je vous ai demandé un petit travail léger afin de cerner les principaux enjeux de ce point-là. C'est pourquoi je vous ai demandé de faire ce travail, c'est tout simplement parce que maintenant, nous allons nous intéresser donc au dernier point de l'avancement de cette guerre, des grandes phases de la guerre, c'est-à-dire la victoire des Alliés. Puisque oui, après la contre-offensive que nous avons vue hier, les Alliés vont commencer à gagner la guerre. Donc, nous allons parler dès maintenant de ces victoires dans le grand C, la victoire des Alliés avec les victoires de la Grande Alliance. Donc, quelles sont les batailles qui ont été remportées? Ce qu'il faut savoir, c'est que le 1er janvier 1942, nous avons 26 nations, dont l'URSS, après le plan Barbarossa, qui s'unissent pour faire barrage à l'Axe, donc pour lutter contre l'Axe, qui se trouve alors sur la défensive sur tous les fronts. Déjà sur la défensive, mais en plus encerclé, ce dont il avait très peur, et ce pourquoi il avait signé le pacte de non-agression. Donc vous avez un front à l'ouest, qui est encore entretenu par la Grande-Bretagne, un front au sud, au niveau de l'Afrique, notamment via l'opération Torche. Vous avez un front bien évidemment à l'est, avec Stalingrad et la reprise des troupes soviétiques. Et vous avez enfin, bien évidemment, un front au Pacifique avec les Américains qui regagnent du terrain. Durant ces batailles et surtout suivant l'avancée des fronts, on va avoir des villes allemandes qui vont être bombardées par l'aviation sur des cibles qui sont très précises et très ciblées par notamment les Britanniques. Donc on a des villes comme Hambourg, Mayence qui vont être pratiquement totalement détruites. Vous allez avoir les soviétiques qui vont lancer, eux, une contre-offensive dès juillet 1943, une contre-offensive qui va tenter, et vous pouvez le voir sur la carte en rouge, de reprendre en priorité la Biélorussie et l'Ukraine. Et enfin, vous allez avoir les Alliés qui vont débarquer, comme vous voyez avec les flèches violettes sur la carte, en Sicile et en Normandie. Donc la Sicile, ils débarquent en Sicile de l'Afrique directement pour remonter sur l'Italie. L'Italie qui, à ce moment-là, en fait, n'est plus du tout puissante et Mussolini est obligé de se retirer et perd le pouvoir en Italie. Et vous avez du coup aussi un débarquement qui se fait en Normandie, ce dont on va parler un peu plus en détail, mais également en Provence. On en parlera également. Voilà. Donc là, normalement, je vous conseille de regarder du coup la vidéo, ou si vous ne l'avez pas déjà fait. Je vous ai mis également une carte des avancées des troupes, puisque vous voyez qu'il y a un débarquement qui se fait en Normandie et qui va rapidement atteindre Paris puis la France. Et de l'autre côté, vous voyez l'avancée rapide, d'accord, des soviétiques lors de l'opération Bagration. Donc l'opération Bagration, c'est une opération de contre-offensive soviétique qui va se mettre en place en Europe de l'Est et qui va être très très efficace puisque, bien qu'on oublie souvent d'en parler, d'accord, cette opération est bien plus efficace que le débarquement en Normandie. Alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles on a complètement écarté, d'accord, l'opération Bagration des récits de la Seconde Guerre mondiale, et c'est en grande partie parce que les Américains ont totalement occulté le rôle des Soviétiques dans la reprise de l'Europe. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'histoire de cette Seconde Guerre mondiale s'est pratiquement faite entièrement sous la guerre froide, et donc sous la bipolarité du monde, c'est-à-dire le bloc américain et le bloc soviétique. Et comme ils se détestaient, bien évidemment, les Américains ont tout fait pour réduire l'importance des combats soviétiques dans cette libération.
Il faut savoir que les soviétiques ont libéré la plupart des pays de l'Europe de l'Est, mais également Berlin et le camp d'Auschwitz-Birkenau. Donc on est quand même sur une grande partie de l'Europe qui est libérée par les soviétiques grâce à cette opération de Bagration, qui est plus importante, ou en tout cas de la même importance que le débarquement en Normandie, qui est l'opération Overlord. Donc c'est très important et je tiens vraiment à appuyer là-dessus. Je vous ai mis également une petite citation. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone, puisque c'est les paroles d'un poème qui a été utilisé sur la BBC pour lancer le débarquement, d'accord? Puisque c'est à partir de ce moment-là où les forces résistantes qui vont entendre ce poème vont savoir que le débarquement va avoir lieu et vont venir prêter main forte aux troupes de l'Ouest, donc américaines, australiennes, néo-zélandaises et bien évidemment britanniques. Ok, donc on va tout d'abord parler de l'opération Overlord, donc du débarquement en Normandie. C'est le débarquement de milliers d'hommes et de véhicules pendant plus de 10 jours qui suivent le débarquement. Cela suggère en fait un énorme effort logistique qui est entrepris parce que le débarquement c'est un énorme effort logistique. Pourquoi? Tout d'abord parce qu'on va concentrer les hommes au même endroit, tout d'abord en Grande-Bretagne puis ensuite en Normandie. On va regrouper les flottes qui portent sur les bateaux, etc., des troupes, des véhicules, etc. Donc on met vraiment tout l'effort de guerre dans ce débarquement. Au niveau des moyens humains, le 6 juin 1944, on a près de 200 000 hommes qui vont débarquer sur les plages américaines. Normandes, excusez-moi. Donc séparés en deux groupes principalement, l'armée américaine, vous voyez, qui débarque sur l'est des plages du Cotentin, donc plutôt vers l'ouest au final de la zone ciblée, alors que l'armée britannique va plutôt débarquer au niveau de Caen. C'est très très important ce débarquement parce qu'en fait les troupes américaines vont rapidement être enlisées alors que les troupes britanniques, elles, vont plutôt bien se débrouiller pour percer la défense allemande. Donc les troupes aéroportées et débarquées, elles sont soit sous commandement américain, donc le commandement de Eisenhower ou le commandement britannique. Mais Eisenhower, voilà, même s'il est spécialement américain, il va contrôler le débarquement dans son entièreté et même les troupes britanniques. Le débarquement, il s'opère sur un espace côtier de plus de 80 km à vol d'oiseau. Donc si on prend la plage donc, de Utah Beach et qu'on va jusqu'à Sword, c'est à peu près 80 km à vol d'oiseau. On a 6 plages qui sont concernées. D'accord. Et enfin, c'est très précis ce débarquement, il est très chronométré à cause des marées. On a très peur d'avoir des marées qui nous empêchent d'atteindre convenablement la plage et de pouvoir se déplacer. On va aussi, et ça normalement vous l'avez vu dans la vidéo, mettre en place ce qu'on appelle des ports artificiels, et notamment à Arromanches. Donc vous voyez, ici, vous avez ce petit triangle bleu qui signale en fait ces ports artificiels. Donc vous en avez d'autres, vous en avez au niveau de Saint-Laurent-sur-Mer, à Courseulles, à Isigny. Donc là, c'est dans le fleuve en fait, on est rentré sur carrément la rivière pour pouvoir poser ce port. On va avoir à Grandchamp donc plusieurs ports artificiels donc qui sont très facilement montables en bateau et qui permettent donc progressivement aux véhicules d'être déchargés, aux mitraillettes d'être déchargés sans atteindre forcément la plage. Pourquoi? Tout simplement puisque je vous rappelle qu'en face on a les Allemands. Donc ces ports artificiels, ils jouent un rôle vraiment essentiel pour permettre le ravitaillement en munitions et en nourriture des troupes qui sont débarquées. Et donc ça suppose aussi un énorme effort logistique, puisque vous le savez que un port artificiel, ça ne se construit pas en un jour. Donc comme je vous l'ai dit, à l'ouest, en réalité, les troupes, elles vont avoir un comment dire,
Donc ici, excusez-moi, pas à l'ouest, à l'est, d'accord, au niveau donc de Courseulles, etc., les troupes britanniques, comme vous le voyez, ont renfoncé, vont connaître une percée très rapide, alors que les Américains vont avoir beaucoup de mal. Vous voyez, notamment à Grand-Champ, pratiquement pas, Salon-sur-Mer très peu, Utah Beach de même, ils vont avoir beaucoup de mal à s'insérer, d'accord. Notamment, vous avez la plage de Omaha, donc Omaha Beach, ici, qui la progression est tellement difficile et les soldats américains vont tellement être massacrés sur la ville, sur la plage, pardon, que la plage va être elle-même surnommée Bloody Omaha à cause des pertes humaines qui sont énormes et qui font que la plage est teintée de sang en fait, du rouge du sang. Plus le temps passe, plus comment dire, plus les troupes ont du mal à progresser, c'est normal, d'accord. Et peu à peu, il va s'installer ce qu'on appelle la guerre des haies dans le bocage normand. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? On va avoir des poches de résistance qui vont apparaître, d'accord. Notamment, vous voyez, à Caen, par exemple, on a une poche de résistance. À Cherbourg, on a une poche de résistance qui se crée. Contre l'avancée britannique et américaine. Et du coup, on va avoir une guerre, en fait, un petit peu de front qui va s'installer rapidement, puisqu'on va avoir du mal à progresser. Cette guerre de front, on l'appelle la guerre des haies, puisqu'elle a lieu dans la campagne normande. Et donc, vous savez, vous avez ces prés qui sont délimités par des haies. Et donc, forcément, au bout d'un moment, on est face à vraiment une ligne de front où on avance pré par pré. Donc c'est très compliqué et au final, l'opération Overlord, elle se passe pas aussi bien que prévu. À l'est, par contre, dans la même temporalité, on a l'opération Bagration. Donc c'est bien entendu qu'il ne faut pas du tout imaginer, d'accord, ces deux interventions indépendamment. Il faut bien voir qu'elles sont faites ensemble et c'est leur progression simultanée qui permet aussi d'avancer puisque du coup les troupes nazies sont prises sur les deux fronts. D'accord. Si elles avaient lieu indépendamment, probablement que les troupes seraient beaucoup plus nombreuses sur l'un ou l'autre des deux fronts. Donc la progression des troupes soviétiques, comme vous pouvez le voir avec ces flèches, est absolument fulgurante. Donc vous voyez par exemple au 19 août 1944, les troupes sont rendues ici, alors que le 31 décembre, c'est-à-dire 4 mois plus tard, elles sont déjà en Croatie. Donc on voit qu'elles avancent très rapidement. Après tout dépend des fronts, parce qu'au niveau de la Pologne c'est plus long, mais tout de même, ça avance très rapidement. Ça montre qu'en près d'un mois, d'accord, puisque, pardon, vous avez là le 22 juin 1944, d'accord, et ensuite en août 1944, donc en près d'un mois, on va arrondir à 2 mois, d'accord. Les troupes, elles ont progressé de plus d'une centaine de kilomètres, de plusieurs centaines de kilomètres, en libérant en partie les territoires baltes, donc Estonie, Lituanie, Lettonie, mais également en libérant l'Ukraine, la Biélorussie et également une partie de la Pologne. Donc c'est très très important comme libération. À partir de mi-août, la progression des troupes soviétiques, elle se manifeste surtout en Europe orientale. Donc c'est ce que je vous avais montré ici. D'accord. Aux dépens des territoires satellites de l'Allemagne, comme la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie, qui s'étaient volontairement déclarés en guerre du côté du Reich. Donc ce sont des pays qui font partie de l'Axe et ils sont très rapidement gagnés par les troupes soviétiques. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un arrêt de la progression en Pologne, tout simplement parce qu'on va avoir ce qu'on appelle l'insurrection de Varsovie, avec des Polonais qui vont s'insurger, puisqu'en fait, ils voient dans l'action soviétique pas réellement une libération. Je vous rappelle que la Pologne était elle-même envahie moitié-moitié par le Reich et par l'URSS au début. Donc pour eux, en fait, c'est juste une autre invasion. C'est pas une libération. Et c'est pour ça qu'on va avoir cette insurrection de Varsovie. Globalement, vous voyez, l'avancée, elle se fait clairement dans les ruines et le sang.
Donc, vous avez deux photos ici. La photo de gauche montre des soldats britanniques dans les ruines de Caen le 9 juillet 1944. Donc, puisque Caen va être reprise en partie pendant l'opération Overlord, même si elle va être globalement bombardée et détruite dans son entièreté. Voilà. Caen a été pratiquement reconstruite de A à Z, hein. Pratiquement, puisqu'on a quelques bâtiments historiques qui restent, notamment quelques églises, le château, etc. À droite, vous avez la libération de Vilnius par les soviétiques. Donc on est dans les États baltes en juillet 1944, même période. Où là on voit une ville très peu détruite, un petit peu mais très peu, et on voit principalement les forces soviétiques et leurs forces de frappe. Donc on voit là, vous voyez, un engin de guerre, on voit voilà, de quoi bombarder, etc. Alors très intéressant, et vous pouvez le voir, derrière on voit une cavalerie, donc vraiment littéralement, pas des tanks, hein, littéralement montée. Donc il faut savoir qu'il y a énormément de cavaliers pendant cette progression soviétique, des cavaliers qui sont des cibles relativement faciles, mais qui existent quand même puisqu'on manquait de transport. Donc on utilise des chevaux beaucoup. C'est intéressant de le savoir parce que ça dénote avec la modernité du reste de l'armement, hein, globalement en Europe. Ok, ces deux photographies, elles portent globalement un message, d'accord? Celui de la libération qui est donné par les troupes. Alors, à quand le message, c'est voilà, vous êtes libérés par les Britanniques, vous êtes libérés par les Américains. Là, on voit pas les Américains, mais dans d'autres cas, on a vu des photos avec les Américains. Malheureusement, on veut montrer en fait que cette libération se fait dans la peine et dans la destruction pour montrer la dureté des combats. Donc, on est sur un message politique de dureté des combats, alors que les soviétiques montrent aussi qu'ils libèrent les pays baltes, mais là, ils libèrent les pays baltes sans faire de dommages. Donc le message politique est différent. Et plus, regardez, grâce à nous, vous gardez votre intégrité. Du coup, ça va pousser aussi les pays baltes plus tard, quand les soviétiques resteront dans ces pays, d'accord, à être favorables en fait aux soviétiques. On le verra au chapitre suivant. Les bombardements alliés, ils apparaissent sur ces photos, puisqu'on voit la ville en ruine à Caen. Et en fait, Caen, elle est rasée à près de 75%. Donc, comme je vous l'ai dit, il n'y a que quelques bâtiments qui restent. On voit, en fait, grâce au panneau, avec la direction Paris, Rouen, Le Mans, Laval, que, en fait, le choix de bombarder Caen n'est pas anodin, que le choix, en fait, est simplement de bombarder les nœuds de communication. Pour plusieurs raisons, pour en partie empêcher la communication allemande, les renforts allemands de venir. Et donc, malheureusement, ces effets, ils sont très néfastes sur la population urbaine qui va tout perdre, voire potentiellement perdre la vie dans ces bombardements. Malgré ces deux débarquements, enfin le débarquement de Normandie et l'opération Bagration, on a également les Alliés qui vont débarquer en Provence le 15 août 1944. C'est ce qu'on appelle l'opération Dragoon. Tous ces débarquements et ces opérations alliées font que progressivement on reprend du terrain. Donc l'opération de Provence, c'était majoritairement pour reprendre les terres qui avaient été prises par les Italiens. Au final, le 8 mai 1945, l'armée allemande capitule face à la déroute générale à Berlin, qui est alors envahie par l'URSS, qui a fait une formidable progression. Dans le Pacifique, les États-Unis, eux, ils continuent la guerre, puisque la guerre n'est pas finie avec le Japon, et donc ils font face à la détermination japonaise et vont utiliser la bombe nucléaire. Et donc là, je vous avais demandé de faire ce travail-là, donc pour comprendre les principaux enjeux qui sont liés à cette bombe nucléaire. Donc ces bombardements, ce sont une rupture parce qu'on utilise une arme nouvelle, la bombe nucléaire, le nucléaire. Donc une bombe à l'uranium pour la bombe sur Hiroshima et au plutonium pour la bombe sur Nagasaki, dont vous voyez les champignons atomiques sur l'image que je vous ai mise ici. Ces bombes, elles sont élaborées dans le plus grand secret, en fait, grâce à un projet qu'on appelle le projet Manhattan, vous avez vu. Et elles sont extrêmement impressionnantes, comme on peut voir avec les champignons atomiques. Elles ont une résonance nationale, voire mondiale.
et elles sont éminemment destructrices, puisque Hiroshima, donc la première ville qui a été touchée, le 6 août 1945, sera détruite à 60% par l'explosion. Donc on parle uniquement de la ville, sans parler bien évidemment de l'impact humain. C'est aussi une rupture car la décision de larguer la bombe, elle est prise unilatéralement par les États-Unis, par l'un seul des protagonistes de la guerre. Alors, il faut savoir qu'il y avait quand même une intervention de l'URSS qui était prévue au Japon pour le 9 août 1945. Mais les États-Unis n'ont pas attendu cela et ont quand même décidé le 6 août puis le 9 août de lancer cette bombe nucléaire sur 2 villes japonaises. La détention de cette nouvelle arme et la démonstration de l'utilisation de l'arme, d'accord, place les États-Unis bien évidemment en position de force, voire de suprématie. En fait, le président Truman, il va expliquer, alors là c'est la question pourquoi en fait il y a eu Nagasaki en plus Hiroshima. Le président, en fait, après avoir lâché Hiroshima, il va s'exprimer 2 jours après et il va déclarer: nous continuerons de l'utiliser en parlant de cette nouvelle bombe. D'accord. Donc, il dit également viser plutôt les installations militaires. C'est partiellement exact. Évidemment qu'il y avait des usines d'armement à Hiroshima et à Nagasaki. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces usines avaient déjà été touchées avant et il n'était pas nécessaire particulièrement d'utiliser les bombes nucléaires pour en venir à un bout, d'accord ? C'est pas la première fois que les États-Unis utilisent des bombes extrêmement destructrices pour la population locale, puisque du 9 au 10 mars dans la nuit 1945, ils ont frappé Tokyo par des bombes incendiaires au phosphore et au napalm, et cela a fait plus de 100 000 victimes. Truman, en général, il justifie l'usage des bombes nucléaires par un ennemi qui est un agresseur, donc plusieurs fois il fait référence au fait c'est eux qui les ont attaqués à Pearl Harbor et que les Américains n'ont pas choisi de partir en guerre et qu'ils ne respectent pas les lois de guerre, notamment vis-à-vis des prisonniers. Lui, il veut absolument écourter la guerre et c'est pour ça qu'il utilise cette bombe, enfin ces bombes qui sont absolument dévastatrices. Et ce, malgré les bombardements aériens qui sont déjà massifs au Japon, puisqu'ils font plusieurs centaines de milliers de morts, mais civils. En fait, le Japon, ils sont un petit peu dans la mentalité kamikaze, c'est-à-dire qu'ils restent dans cette mentalité où il faut mourir pour l'Empire. Et dans ce cadre-là, ils ont une résistance suicidaire qui nécessite, selon Truman, l'utilisation de la bombe nucléaire. Alors pourquoi Truman ? Très rapidement, tout simplement puisque Franklin Roosevelt est décédé en avril 1945. Il est décédé d'une maladie dégénérative qu'il avait. Et du coup, Truman le remplace. Voilà. Et donc, au final, là, le résultat de ces bombes nucléaires, 1 mois plus tard, le Japon capitule le 2 septembre 1945 et la guerre est enfin terminée. Voilà. Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui puisque nous avons fini de voir les principales phases de la guerre. La prochaine fois, nous verrons la dimension dévastatrice de cette guerre, notamment en parlant de guerre d'anéantissement. J'espère que tout ça a été très clair. N'hésitez pas à noter vos questions et à me les poser par message. Je vous souhaite une très bonne journée et nous nous retrouvons la prochaine fois. Au revoir.